Chaque mois, on parle cash sur Décideur TV en compagnie de bienprévoir.fr qui nous accompagne pour décrypter l'actualité du patrimoine, de l'argent, de l'épargne. On a le plaisir, bien sûr, d'évoquer trois rubriques. Une rubrique sur les marchés financiers et les opportunités, une rubrique sur les bons plans placement et puis l'invité qui parle cash que l'on découvrira en troisième partie. Allez, on est parti tout de suite pour l'analyse et le décryptage des marchés financiers ainsi que les opportunités qui en résultent. Bienprévoir.fr représenté par Jonathan Lévy pour cette première partie. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Alors, on va faire un focus sur le prix du pétrole, un prix qui, c'est dans tous les commentaires, qui défraie la chronique. On a une chute spectaculaire et des marchés donc, qui sont logiquement sous pression. On revient sur cette chute du prix du pétrole, 45% de baisse depuis le 1er janvier sur le prix du baril. Oui, tout à fait. C'est une baisse quand même qui est très très conséquente. On le voit sur un des graphiques. On peut peut-être. On va voir le graphique tout de suite ensemble. En effet, en même temps. Vous allez nous le décrypter. Donc c'est un graphique sur 4 ans. C'est un graphique sur du moyen terme, effectivement. Ce qu'on voit sur le prix du pétrole, c'est qu'il a toujours été au-dessus de 100 $, à quelques exceptions près. Orange ou or que l'on voit, en effet. Tout à fait. En moyenne, il est à 110 $ sur la période, sur les 4 dernières années. Et on se demande même s'il n'y a pas une erreur dans le graphique, tellement à droite, on voit que la baisse est vertigineuse. Oui, on est passé même sous les 60 $ le baril. Alors on parle du Brent, qui est la référence ici en Europe. Donc une chute extrêmement spectaculaire, on le disait, donc 45% de décrochage. Pourquoi est-ce que cette baisse entraîne aussi concomitamment une baisse du marché des actions ? Il y a du bon et du moins bon dans la baisse du pétrole. Il faut savoir que les marchés financiers, on en parle tous les mois ici, les marchés financiers sont focalisés sur le risque de déflation dans la zone euro. C'est le risque majeur auquel doit faire face la zone euro, on le répète suffisamment. D'ailleurs, vendredi dernier, on a encore eu des mauvais chiffres sur l'inflation, puisque l'inflation française sur un an en novembre est tombée à plus 0,3. Elle reste positive, mais on voit bien qu'elle flirte avec les 0%. Donc, et même les chiffres étaient négatifs si on corrige des variations saisonnières. Exactement. Ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, elle est négative. Ce qui montre que le rapport entre l'offre et la demande est défavorable. La demande est vraiment trop faible. La baisse du pétrole va certainement avoir une influence très forte sur l'inflation. Elle risque de faire baisser encore plus l'inflation. Ça met un peu de temps en fait à répercuter la baisse des prix du pétrole dans les prix généralisés. Donc probablement qu'en début 2015 ou au cours de 2015, on va toucher la déflation. Mais on le voit déjà, si on va faire son plein d'essence à la pompe, on voit qu'on paye moins cher qu'il y a quelques semaines, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui risque d'encourager cette déflation. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on peut relativiser aussi ce risque de déflation en se disant si c'est que la baisse du prix du pétrole, c'est pas très grave. Non, effectivement, sauf que ça intervient à un moment donné où il faut absolument que l'inflation reparte, on l'a exprimé plusieurs fois ici, et la BCE a du mal à faire repartir l'inflation. Toutes les mesures qu'elle a prises jusqu'à présent ne marchent pas. Elle avait dit qu'elle augmenterait son bilan de 1000 milliards d'euros. Une des mesures, c'était le refinancement, le fameux TLTRO, le refinancement aux banques. Elle avait prévu 400 milliards pour le refinancement aux banques. Elles n'ont été que pour 200 milliards. Donc c'est un demi-échec en fait. Elle a du mal à faire repartir. Pourquoi les banques n'y vont pas ? Parce qu'elles ont déjà beaucoup de liquidités et en fait le problème de leur point de vue, c'est qu'il y a une faiblesse de la demande. Donc elles n'ont pas besoin de liquidités supplémentaires, il faut faire repartir la demande. Et le pétrole ne va pas dans ce sens-là en fait. Pour l'instant, c'est qu'a priori les prix vont être orientés à la baisse dans les mois qui viennent. Donc un risque de déflation encore plus important, d'où une baisse des marchés actions. Voilà, donc une baisse des marchés actions, un risque de déflation qui ne se dissipe pas et des craintes au final sur cette croissance mondiale parce que certains analysent la baisse du prix du pétrole dans le bras de fer entre les pétromonarchies, les pays du Golfe et les Américains qui produisent de plus en plus de pétrole de schiste notamment, et les uns essayant d'asphyxier les autres. Mais
est-ce que derrière, ce n'est pas aussi un ralentissement de la croissance économique? On a des chiffres en Chine qui ralentissent, on a des chiffres en Europe qui sont très mauvais. Effectivement, le prix du pétrole résulte de l'offre et de la demande. Donc l'offre, on va en parler, mais effectivement, la demande, elle est un peu en baisse en fait par rapport à nos attentes. Il y a l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui a sorti des chiffres récemment qui montrent en fait que les anticipations sur la demande sont plus faibles qu'attendues jusqu'à présent parce que la Chine ralentit, parce que l'Europe reste au point mort. Donc effectivement, la baisse du pétrole est un signal également sur le niveau de la croissance mondiale et on l'avait vu en octobre lorsque les marchés avaient baissé, c'était une des inquiétudes des marchés financiers. Et ça, c'est peut-être un élément fondamental de la baisse du marché actions aussi, qui se dit c'est un signal d'alarme. Tout à fait. Alors, est-ce que ça va être une baisse durable selon vous? Alors, selon... Et déjà, est-ce qu'on est à moins de 60? Est-ce qu'on a touché le plancher? Alors, je vous remercie de me poser cette question piège. Jusqu'où ça va aller ouais. Question très, très sympa. On regardera la vidéo ensemble dans 6 mois. Voilà. Donc, je suis à peu près sûr de me tromper, mais je vais quand même tenter une réponse. D'abord, de mon point de vue, plus que la demande, je pense que la faiblesse du prix du pétrole est liée à la guerre des pays producteurs de pétrole. Donc, Amérique et pétromonarchie. Amérique et pétro-monarchie. On peut peut-être voir Alors, le un graphique, tableau. Vous nous avez apporté un autre tableau. On va voir qui illustre ça en fait. Alors, qu'est-ce qui montre ce tableau? Vous avez entouré en effet certains chiffres. Donc, dans la colonne production en 2013, on voit effectivement le poids des différents pays producteurs de pétrole en 2013. On voit que ce poids est assez équilibré entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et la Russie. On a en gros, sur les trois, un tiers, un tiers, un tiers. À eux trois, ils représentent à peu près 40% du marché. Donc c'est un poids considérable sur 3 pays sur la planète. Et jusqu'à présent, on l'a vu, hein, le prix il était quand même relativement stable au-dessus de $100, oui. 110 en moyenne, mais relativement stable. Ça, c'est l'OPEP qui faisait son rôle de régulateur du prix pour pas qu'il ne descende en dessous de ces $100. Il modulait la fermait production. Plus ou moins le robinet pour que les prix restent à ce niveau. Tout à fait. Ça, c'était le rôle de l'OPEP, dont fait partie l'Arabie Saoudite. Pourquoi d'un coup, il joue plus le jeu? Et justement, parce que quand on voit ces chiffres-là, on se rend compte qu'il y a une distorsion. En fait, l'Arabie Saoudite, c'est une grosse partie des réserves de pétrole dans le monde. C'est un poids considérable. C'est les premiers en termes de réserves. 16% des réserves mondiales. Hein. 16% c'est la deuxième colonne du tableau. Des réserves mondiales. Les États-Unis, c'est que 2% des réserves mondiales. La Russie, c'est que 5%. Donc, si on regarde en production, on voit qu'ils sont équilibrés, mais en fait, en réserve, ils ne sont pas du tout équilibrés. C'est-à-dire qu'en fait, sur le ralentissement de la production de pétrole, c'est l'Arabie Saoudite qui le paye le plus, en fait, pour pouvoir maintenir un prix élevé, pour que tous les pays en profitent, les États-Unis et la Russie y compris. Et donc, ils ont dit le 27 novembre, lors de cette fameuse réunion de l'OPEP dont on a tant parlé, ils ont dit « stop, ça suffit, ce n'est pas nous qui allons seuls payer le… » Il faudrait que tout le monde ferme le robinet en même temps. Chacun doit le faire à due proportion. Et puis, il y a un autre sujet aussi, c'est que le prix de production, en fait, le coût de revient n'est pas le même dans tous ces pays-là. Il semblerait qu'en Arabie Saoudite, le coût de revient soit beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. À $70, ça ne leur pose pas trop de problèmes pour rentabiliser la production de pétrole. Pour les États-Unis, à $70, il semblerait que ça aille encore. La production ne baisserait pas trop. On parle de 300 000 barils par jour, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 9 millions qui vont bientôt produire. Mais à $50, ce n'est plus la même chose. Donc c'est pour ça que le prix, pour répondre à votre question, peut-être qu'il se situe, le prix plancher, il se situe peut-être à ce niveau-là. Parce qu'à $50, il y a beaucoup de producteurs américains qui vont avoir des problèmes. Et ça va durer. Et donc cette guerre-là, parce qu'on est dans une véritable guerre économique, cette guerre, elle ne fait que commencer. Alors, malgré tout, la baisse du pétrole, on a vu les dangers pour les marchés actions, pour la déflation, également pour les inquiétudes concernant la croissance. Il y a des vertus positives aussi quand le prix de l'énergie baisse, surtout pour des pays qui n'ont pas de pétrole comme la France, mais juste des idées. Oui, effectivement. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. On sous-évalue les bénéfices de la baisse du prix du pétrole. Alors d'abord, si on se place au niveau mondial, la production de pétrole, c'est 3200 milliards de dollars. 3200 milliards. C'est la taille du PIB de l'Allemagne.
C'est considérable. Le prix du pétrole, on a dit, il a baissé de presque 50% en dollars depuis le début de l'année. Donc c'est une économie pour les pays importateurs de 1500 milliards de dollars. C'est la taille de l'Espagne. C'est le plan Marshall qu'on attendait tous finalement. C'est la taille d'un plan Marshall, effectivement. Hein. C'est extrêmement important. Alors parmi les gagnants et les perdants, donc il y a un transfert de richesse entre les pays producteurs et les pays importateurs de pétrole. On fait partie des pays importateurs, c'est une bonne nouvelle. Les pays producteurs vont avoir plus de difficultés. Est-ce que ça peut poser un problème au niveau de l'économie mondiale? Non. Quand on regarde la taille de l'économie de ces pays producteurs, la taille est très faible. Donc ça ne va pas poser de problème sur l'économie mondiale, à part les États-Unis. Mais les États-Unis sont quand même importateurs nets de pétrole. Globalement, ils vont y gagner, les Américains. Vous avez fait le calcul pour la France? Combien ça permet d'économiser en France Alors, la facture de l'importation du pétrole, c'était 64 milliards en 2013, 64 milliards d'euros. Là, je suis repassé en euros, je ne suis plus en dollars. La baisse de 45% en dollars, ramenée en euros, ça va être un équivalent de 23 milliards d'euros d'économie sur toute l'année 2015 si les prix restent au niveau où ils sont actuellement. 23 milliards d'euros. Vous vous rappelez les chiffres du pacte de responsabilité, les économies d'impôts. C'est l'équivalent du CICE. C'est le CICE. C'est un effort considérable. 1% du PIB. C'est 23 milliards, c'est exactement 1% du PIB. À qui ça va profiter? En grande partie aux consommateurs, à ceux qui roulent. Il faut savoir que dans le panier en fait, des gens modestes, l'essence a représenté jusqu'à 20% de leur panier. En fait, on va leur ramener probablement à ce qu'il était auparavant, à 5% de leur panier. Ça va être beaucoup plus supportable pour tous les ménages. Moralité? Moralité, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie, pour la France en particulier en fait. 1% de PIB en plus grâce à cette baisse du prix du pétrole. Ça s'ajoute à tous les efforts qui sont faits pour les charges des entreprises qui sont revues à la baisse. Donc pour la compétitivité de notre économie, c'est extrêmement fort. Ça s'ajoute également à la baisse de l'euro. Donc tout ça sont des signes encourageants pour l'économie française qu'on va percevoir dans quelques temps parce que ça met un peu de temps à se répercuter en fait à l'économie française. Merci Jonathan pour ces explications. C'était en effet notre focus sur les marchés financiers, cette baisse spectaculaire du prix du pétrole à suivre donc, mais ça devrait, d'après ce que vous nous dites, perdurer quelque peu. Merci, à très bientôt. Merci à vous. La deuxième partie maintenant de cette émission, en l'occurrence, on va parler des bons plans placement. J'accueille Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va parler de votre vision de 2015. Quel type d'attitude en tant qu'épargnant un petit peu dynamique on peut essayer d'avoir? Déjà, on va revenir sur le contexte des taux extrêmement bas. On a vu le prix du pétrole. Les taux, c'est la même chose, on est au plancher. Tout à fait, on est au plancher. C'est vrai qu'on en a parlé longuement et ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Le contexte de taux est extrêmement bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une morosité économique, parce que l'inflation est proche de zéro. Donc finalement, l'épargnant se retrouve également pris dans cette nasse avec des rendements. D'ailleurs, les rendements des fonds en euros depuis un certain nombre d'années baissent d'année en année. Donc on est dans ce contexte et ce contexte va durer. Alors pourquoi est-ce qu'il va durer? Il va durer parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas, on vient de l'évoquer, de relais encore clairs en termes de reprise économique. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le pétrole, mais c'est des phénomènes nouveaux. Quoi qu'il en soit, ça fait plusieurs années qu'on est dans une situation de crise économique en Europe et que les économies européennes ont du mal à démarrer, les entreprises n'investissent pas. Et pourtant, on fait tout aujourd'hui, au niveau de la BCE notamment, pour relancer l'investissement. Donc c'est vrai que on peut se dire, mais finalement, on fait tout pour que les entreprises investissent. Donc à un moment, ça va démarrer. Donc oui, à ce moment-là, ce contexte de taux bas, d'une certaine manière, est là pour que les entreprises redémarrent. Donc c'est bon en fin de compte pour l'épargnant. Mais en 2015, l'épargnant va encore être dans ce contexte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc en 2015, c'est l'enjeu de cette partie. La question qu'on se pose, est-ce que notre manière de voir les choses chez bienprévoir.fr, c'est de se dire, soit on est pêcheur. Donc pêcheur, c'est on est dans sa banque. On n'est pas à l'église, voilà. C'est pas un cours de catéchisme. Non, on pas un pêche, pêcheur par action ou par on est un peu passif face à son épargne, c'est-à-dire qu'on a on lance un petit bouchon, fond, voilà, on attend que ça mord, et puis on s'en occupe pas vraiment, et puis finalement, on est client d'une grande banque qui
qui sert des fonds en euros ou des placements finalement qui sont assez pépères entre guillemets, où il n'y a pas de remise, voilà, c'est péché. Il n'y a pas de remise en question suffisante pour l'épargnant, on ne se met pas suffisamment à la place de l'épargnant. L'épargnant veut retrouver du rendement dans son épargne, il en a besoin pour sa retraite. Alors il existe une autre stratégie qui est celle que nous on essaie de mettre en place depuis maintenant 2008, qui est de se dire on va plutôt aller chasser les taux et là beaucoup de nos clients nous retrouvent là-dedans. C'est qu'en fait l'idée c'est de se dire sur tous les compartiments d'épargne, il y a une stratégie aujourd'hui qui paye, qui permet de faire beaucoup mieux que ce qu'offre la banque du coin de la rue, tout en étant sur le même niveau de garantie, tout en étant adossé sur des acteurs qui ont un pignon sur rue dans l'industrie. Il ne s'agit pas de parler de choses ésotériques. Hein. D'accord, donc les pêcheurs, en gros, les gens passifs, les chasseurs, les gens actifs qui lèvent le nez et qui vont à la recherche d'un gibier un peu plus dodu. Vous avez apporté un tableau, on va voir en effet résumer cette analyse avec différents types de rendements, 4, 5, 7%, voilà. On va les décliner. Là, on s'est dit en fait, on se met à la place de l'épargnant qui doit… le pêcheur, il a combien en fait là actuellement de rendement là où en fonds en euros, il va avoir du 2%. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, a mis les pieds dans le plat, c'est son job, même si ça a été un peu contesté, mais il y a quelques semaines, en disant attention, les fonds euros ne peuvent pas délivrer cette année plus de 2%. Donc c'est vrai que si on prend en compte que la majorité des fonds en euros ont une stratégie assise sur les obligations d'État, on voit même difficilement comment elles vont pouvoir délivrer du 10% quand on connaît le niveau de l'OAT à 10 ans de la France qui est à 0,8. Autour de 1%. Voilà. Voilà. Donc déjà là, on peut se poser une question. Et il ne veut pas qu'en effet on alimente trop les taux, enfin les rendements des fonds euros de façon artificielle. Voilà. Alors là, il se pose la question de comment on fait et comment font certains acteurs pour mettre en place une stratégie qui va permettre d'aller faire par exemple du 4%. Ce n'est pas une erreur, c'est vraiment ce qu'on met sur notre graphique. 4%, on est garanti en capital, c'est du fonds euro. C'est du fonds euro aussi. Alors là, il y a deux stratégies que nous, on apprécie. C'est soit une stratégie de fonds en euros assis sur de l'immobilier d'entreprise, donc il y a derrière une vraie logique économique. Ce sont un peu comme les SCPI d'entreprise, c'est-à-dire que ce sont l'argent va être investi dans des bureaux, dans des commerces. Il y a des loyers qui tombent tous les mois sur un patrimoine immobilier de premier plan. Donc ce n'est pas des fonds euros tels qu'on l'entend investis traditionnellement uniquement en obligations d'État. Il y a aussi une partie un peu plus dynamique comme cet immobilier d'entreprise qui permet de dynamiser ce rendement et d'arriver… Alors, ce qui ne fera pas plaisir à Christian Noyer parce qu'on est au-dessus des 2%, mais parce qu'en effet, vous expliquez cette dynamisation. Elle est assise sur une stratégie en rupture avec les fonds euros classiques. Parce qu'il y a cette logique d'immobilier. Il y a une autre logique qui permet aussi d'aller flirter les 4%, on attend les rendements pour 2014, c'est d'intégrer dans une logique de fonds euros classiques une logique d'action, une logique de poche action. Là, il y a un peu plus de volatilité parce que, en fonction du comportement des marchés actions et des opérations qui auront été faites, un fonds en euros de ce type-là peut dégager une année 4, 5%, peut-être 0 aussi, c'est déjà arrivé. Mais sur la durée, depuis 4 ans, les taux sont autour de 4%. Donc là, c'est une autre stratégie. Mais on a quand même la garantie en capital, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on conserve les garanties classiques. Voilà, donc c'est la première colonne, 4% garantie en capital, fonds euros, mais on a bien compris, il y a un compartiment euro peut-être traditionnel avec des obligations d'État qui est dynamisé soit par de l'immobilier d'entreprise, soit par une poche d'action. Alors, sur l'immobilier d'entreprise, c'est 80% de l'investissement qui se fait en immobilier d'entreprise. On est sur des placements de niche. C'est vrai que si tout le monde veut se précipiter, si l'ensemble des épargnants français qui ont du fonds en euros veulent aller sur ce genre de placement, il va y avoir un problème. La réalité est que ce sont des placements de niche qui ont en tout cas sur la partie fonds euros immobilier, où il y a une ouverture actuellement, une fenêtre qui s'est ouverte, qui va peut-être se refermer dans l'année qui arrive. Donc aujourd'hui, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place pour les années à venir et pour sa retraite dans les années à venir. Alors, deuxième proposition, faire du 5%, viser du 5% en 2015. Là, on augmente un peu le niveau de risque. Dans le voyage qu'on a entrepris tout à l'heure, on prend un peu plus de risque. Maintenant, c'est un risque que nous trouvons raisonnable. Donc, pas de garantie en capital. Il n'y a pas de garantie en capital. On est dans la deuxième colonne. On est sur de l'immobilier, de nouveau, d'entreprise. Mais là, on va aller en direct sur de l'immobilier d'entreprise à travers ce qu'on appelle les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est une très grosse SCI. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup sur le marché, avec des taux qui vont osciller entre 4,5 et 6%. En 2013, les rendements moyens étaient de 5,13%. Donc là aussi, les grandes banques
ont leurs produits maison. Mais il y a tellement de beaux produits sur le marché aujourd'hui avec des thématiques différentes, c'est qu'on peut panacher son investissement et on peut aller flirter avec des taux au-dessus de 5%. Tout en ayant la garantie entre guillemets de l'immobilier, c'est-à-dire que ce n'est pas garanti en capital, mais vous avez derrière de la pierre réel, c'est tangible. Mais alors, pour garantir ce taux, il faut qu'il y ait des entreprises qui payent des loyers. Le taux n'est pas garanti, voilà. Mais le taux est assis effectivement sur une logique économique de loyer. Voilà, il faut qu'il y ait une économie qui aille bien derrière pour que les entreprises payent leur loyer. Est-ce qu'on est dans ce contexte ou... Alors, on est dans un contexte où il faut quand même, là aussi, devenir chasseur. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'analyse. Il ne faut pas aller les yeux fermés vers le produit qu'on nous propose. Nous, ce qu'on aime bien aujourd'hui, dans un contexte où on peut se poser des questions effectivement de niveau de loyer, on parle de tours à la Défense qui sont inoccupés, etc. Là, ce qu'il faut avoir comme filtre d'analyse, c'est plutôt d'aller vers les SCPI historiques, anciennes, qui ont une très grosse capitalisation et qui, par définition, du fait qu'elles sont historiques, ont pu constituer un patrimoine immobilier de qualité depuis plusieurs années. Donc ce patrimoine immobilier de qualité, il trouve encore des locataires. On avait évoqué ce sujet dans une précédente émission. Alors après, dernière colonne, 7% et plus. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, on a une protection qui n'est que partielle. Tout à fait. Là, on joue un peu plus le risque. Là, on va dynamiser en fait son patrimoine sur une partie à bonne proportion de son épargne. Il ne faut pas être trop exposé sur ce genre de produit. Donc là, par exemple, on aime bien les produits structurés actions qu'on a déjà évoqués ici, mais on va faire le lien avec la situation économique actuelle. C'est-à-dire que là, il s'agit, je le rappelle, d'aller en bourse d'une certaine manière avec un filet de sécurité à la baisse et un amortisseur à la hausse. Si les marchés devaient s'emballer de façon phénoménale, on serait amorti, la hausse serait amortie. Mais ça permet de retourner... On gagne moins si ça monte beaucoup, en revanche on perd moins si ça perd mais on absorbe la volatilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les marchés européens notamment sont très volatiles. Avec ce type de produit, on bénéficie de rendements attendus intéressants sur des scénarios auxquels on croit, mais avec une volatilité moindre. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, on propose un produit qui s'appelle Phoenix Rendement USD janvier 2015. Donc, il est émis en dollars. Ça, c'est un premier élément intéressant. Les gens qui ont investi chez nous depuis le début de l'année, Jonathan insiste beaucoup sur le fait que le dollar est une opportunité à saisir aujourd'hui dans le contexte actuel. Les gens qui ont investi chez nous sur des placements en dollars ont été gagnants. Et d'autre part, on est ici sur 4 actions qui sont Airbus, Air France, Amazon et Apple. Et là, on a 2 actions qui devraient bénéficier de la baisse du pétrole et leur modèle économique devrait s'enrichir entre guillemets de cette manière. Donc 2 effets qui se coulent, baisse du pétrole et hausse du dollar, et ce qui permet sans doute d'envisager un produit comme celui-ci. Tout à fait, exactement. Donc voilà, la conclusion de tout ça. Donc. La conclusion, c'est qu'en étant là, c'est le bon moment. On a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Il faut se poser. On sait que c'est un moment important, la fin d'année, début de l'année, parce qu'on a les annonces de performance sur un certain nombre de produits, les SCPI, les fonds euros qui vont arriver. On peut déjà vous dire que sur les fonds euros, ça va être plutôt catastrophique sur les fonds euros classiques. Oui. Donc c'est le moment. En obligation d'État. En obligation d'État. C'est le moment de se remettre en question, d'aller chasser la bonne stratégie pour avoir le bon rendement derrière. Donc il y a des opportunités à saisir. Maintenant, elles risquent de se refermer, ces opportunités-là, parce que plus de succès sur ce genre de produit veut dire une fermeture encore plus, notamment pour les fonds euros immobiliers, une fermeture encore plus anticipée. Bon, voilà, vous avez compris le message. De pêcheur, il faut devenir chasseur, dans la proportion qui vous convient, bien sûr, avec les risques qui vont avec, mais c'est la façon de sortir des ornières, des taux bas. Exactement. Merci Vincent, à très bientôt. Avec plaisir, merci. Et c'est l'heure de retrouver l'invité qui parle cash. En l'occurrence, on a le plaisir de retrouver Shagir Manji. Bonjour Shagir. Bonjour Thomas. On rappelle que vous travaillez chez As Gestion, une maison de gestion, et que vous avez un mandat de gestion qui a été constitué avec l'équipe de Bien Prévoir qui s'appelle Action Vérité. On rappelle quel est le mandat en l'occurrence ? Tout à fait. Alors, Action Vérité, c'est un mandat de gestion que nous gérons pour la société bienprévoir.fr. C'est un mandat qui nous permet d'acheter des fonds communs
de différentes sociétés de gestion sur la place à partir d'une allocation d'actifs. Et c'est un processus d'analyse macroéconomique qui nous permet d'allouer les actifs. Alors, on va revenir sur votre vision et votre analyse de ce qui se passe, bien sûr, et puis surtout de ce qu'on vous anticipez. Combien de sociétés de gestion? Vous travaillez avec combien de sociétés? Alors, sur le mandat, nous avons à peu près une quinzaine de sociétés de gestion. Ça varie entre 12 et 15. Ça permet de bien diversifier les actifs. On va voir donc les performances de Action Vérité depuis sa création. Enfin, pas exactement depuis sa création, parce qu'il a été créé en 2011, c'est bien ça? Tout à fait. Depuis 2011, donc, quelle est la performance? Alors, depuis la création, donc septembre 2011, nous sommes sur une performance de l'ordre de 33%, avec une volatilité relativement maîtrisée de l'ordre de 8%. Avec 2013, 10,8%. 2014, on est à 4,8%. Alors, au 5-12, vous êtes en performance, oui, 4,8 au 5-12. Il faut bien préciser ça, parce que depuis le 5-12, il s'est passé des petites turbulences sur les marchés. Donc, au 5 décembre, 4,8%. Le CAC était encore positif, presque 3%. Voilà, tout à fait. Alors, depuis, c'est vrai que nous avons des marchés qui sont très heurtés, à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc, évidemment, les performances seront moindres. Mais il est important quand même de signaler que sur la durée, et c'est un placement qu'il faut voir sur une durée de 3 ans, c'est un placement qui reste assez intéressant, de l'ordre de 33%. Très bien, donc voilà donc pour les chiffres. Alors sur votre analyse, on a évoqué en première et deuxième partie de l'émission ce contexte, pétrole bas, taux d'intérêt bas. Quelle est votre analyse et notamment l'analyse sur le trou d'air qu'on vient de vivre en bourse? Alors, il me semble que surtout, il faut insister sur les effets bénéfiques. Bénéfiques, je dirais, c'est un vrai cadeau de Noël, la baisse du prix du pétrole. Pour tous les pays développés, c'est un renforcement de la croissance économique. On parlait de plan Marshall, c'est un peu ça en fait. Exactement. Donc aux États-Unis, il est clair que la consommation va se renforcer, la croissance va s'accélérer. En Europe, c'est vrai que les effets vont être un petit peu dilués parce qu'on peut imaginer qu'une partie des effets bénéfiques de la baisse du prix de l'essence sera peut-être épargnée. Mais globalement, ça sera quand même un renforcement de la croissance. Donc les deux leviers en Europe, pour moi, c'est bien sûr la baisse du prix du pétrole. Et n'oublions pas la très forte baisse de l'euro contre le dollar, de l'ordre de 10% depuis le début de l'année. C'est également un facteur positif. Et là, je dirais, c'est un facteur positif plus sur les résultats des entreprises que sur la macroéconomie. Ce qui est assez curieux, parce qu'on a des taux bas, un pétrole qui baisse, un euro qui se déprécie et la bourse qui baisse aussi, alors qu'elle devrait aller dans l'autre sens, si on était logique. Qu'est-ce qui pêche? Alors tout à fait, je pense que les inquiétudes à très court terme des marchés boursiers, c'est les inquiétudes que Jonathan Lévy a soulignées tout à l'heure, à savoir les problématiques de déflation, mais c'est également les inquiétudes liées à la politique de la BCE. Je crois qu'on a de nouveau quelques doutes sur les capacités de la BCE à faire remonter le total de bilan de la Banque Centrale Européenne de 1 000 milliards d'euros, comme il l'avait indiqué au mois de septembre dernier. Et pourquoi ces doutes? Alors ces doutes, c'est simplement, je dirais, ça a été souligné également tout à l'heure, les demi-échecs sur les deux plans de TLTRO. Les banques n'ont pas suffisamment emprunté. Et puis des doutes également parce qu'on a vu ici et là des articles venant de la Bundesbank qui étaient toujours plus ou moins défavorable sur un quantitative easing massif. Pourtant, quand on écoute Mario Draghi, il dit je vais me préparer à acheter de la dette souveraine, il va y aller. Alors, je pense que le problème de Mario Draghi, c'est que acheter de la dette souveraine, c'est tout à fait possible, mais n'oublions pas que les taux souverains dans la zone euro ont déjà baissé. Donc, quel apport supplémentaire? Donc, l'objectif premier, je dirais, de Mario Draghi, c'est quand même d'essayer de faire tout pour faire baisser l'euro. N'oublions pas aussi la forte baisse du yen depuis un mois. Je rappelle que le yen a perdu de l'ordre de 10% contre le dollar et de l'ordre de 7 à 10% également contre l'euro. Donc ça aussi, c'est une nouvelle vague déflationniste qui est en train d'attaquer l'ensemble des monnaies du monde. En même temps, faire baisser l'euro, les Américains arrivent à faire remonter le dollar tout seul, ne serait-ce que parce qu'ils ont plus de croissance. Donc à la limite, Mario Draghi n'a pas beaucoup de boulot là. Alors pas tout à fait, parce que n'oublions pas que compte tenu de la faiblesse de l'inflation, on aura les résultats demain. Je pense que la Fed va reporter le resserrement monétaire qui était prévu pour juin 2015. Je pense qu'il est fort probable qu'on ait un report pour septembre ou décembre 2015. Donc en début d'année, on risque d'avoir un euro-dollar
un petit peu stable et c'est plutôt à partir du deuxième trimestre qu'on devrait de nouveau avoir un euro qui va baisser contre le dollar. Bon voilà, donc pour votre analyse très claire, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors vous nous avez apporté un autre graphique pour comprendre votre stratégie avec l'exposition entre actions et taux. On rappelle qu'un mandat de gestion, c'est un mandat en l'occurrence qui permet d'investir sur différentes catégories de PCVM et que vous répartissez ça en fonction de votre analyse. Donc on voit 75% investis en actions, 25% en obligations. Alors, on reste d'une façon générale toujours optimiste sur les actions. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, et en particulier les dettes souveraines, donc le niveau des taux d'intérêt d'emprunt d'État, sont partout manipulés par les banques centrales, donc présentent un risque relativement élevé. Cela dit, il est évident qu'à très court terme, sur les prochains mois, voire les 2 prochains trimestres, on ne s'attend pas non plus à une remontée des taux en Europe compte tenu des niveaux d'inflation qui sont très bas, voire de la déflation. Mais globalement, il faut faire attention aujourd'hui quand on achète des obligations souveraines de dette d'État. Maintenant, sur la zone euro, il me semble que si on a un début de croissance, et nous pensons qu'on aura un profil inversé en 2015 par rapport à 2014. L'année 2014 avait très bien commencé dans la zone euro, avec une Allemagne qui était euphorique au premier trimestre, et l'année 2014 va très mal se terminer. Et en 2015, on voit exactement le profil inversé, c'est-à-dire un début d'année qui va être difficile, et une fin d'année qui va être meilleure, justement, la baisse de l'euro et l'impact du prix du pétrole qui va se diffuser progressivement sur l'économie. Et quand on voit votre répartition géographique, on est frappé du poids de l'Europe, 83% par rapport à votre benchmark qui n'est qu'à 40%. Et dans un contexte où beaucoup d'analystes vous disent qu'il faut aller sur les États-Unis, il faut jouer la remontée du dollar, vous êtes contrariant là-dessus. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les États-Unis, c'est un marché moins volatile. L'Europe sera beaucoup plus volatile parce que la croissance, on l'a bien vu, on ne l'a pas eu en 2014, mais je pense qu'on a un renforcement de croissance devant nous en 2015. Mais globalement, les bénéfices en Europe sont des bénéfices de bas de cycle. Aux États-Unis, vous achetez des bénéfices de haut de cycle. Donc cher. Très cher. Et en plus, aux États-Unis, vous les payez à plus de 16 fois les bénéfices. En Europe, vous les payez seulement à 13 fois les bénéfices. Donc on a 2 opportunités en Europe. Des bénéfices de bas de cycle qui vont se redresser avec la baisse de l'euro et un peu de croissance, je dis bien un peu de croissance, entre 1 et 1,5, on peut avoir un levier supplémentaire sur les entreprises européennes. Donc c'est un pari, certes, plus volatile, mais beaucoup plus intéressant si on est sur la durée, c'est-à-dire sur une durée de placement supérieure à 2-3 ans. 0% d'émergents. Là, c'est vraiment la fin des émergents. Ça a été à la mode. Ça reviendra peut-être, mais là, en ce moment, c'est plutôt l'inquiétude. Alors, sur les émergents, la baisse du prix du pétrole, il faut savoir que les grands perdants, c'est l'Amérique latine dans sa globalité. Il n'y a qu'un seul pays qui est gagnant en Amérique latine, c'est le Chili. Globalement, l'Amérique latine est perdante dans la baisse du prix du pétrole. Et en Asie, évidemment, les gagnants, c'est l'Inde et la Chine. L'Inde, c'est le pays le plus intéressant aujourd'hui dans les pays émergents. Et la Chine, il y a des problématiques de croissance et je pense que la forte baisse du prix du pétrole ne permettra juste que de compenser la dynamique, je dirais, de ralentissement qu'il y a actuellement en Chine. Donc globalement, sur les émergents, on reste prudent, on ne voit pas véritablement d'accélération de la croissance. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ce panorama et ces perspectives? Encore une fois, il faut souligner, malgré les soubresauts à court terme des marchés, le bon côté de la baisse du prix du pétrole et la baisse de l'euro. Ce sont des facteurs positifs pour la zone euro. Bien évidemment, il y a un problème d'investissement. L'investissement est en panne dans la zone euro. Donc l'essentiel de la croissance en 2015 se fera par la consommation des ménages, mais celle-ci se fera parce que la baisse est très importante et c'est véritablement un cadeau du Père Noël. Bon, et c'est ça que vous jouez en 2015, c'est très clair. Merci beaucoup, Chaguir, pour toutes ces explications. Merci Thomas. À bientôt. À bientôt. Voilà donc pour Parlons Cash, c'était le 7e épisode. On se retrouve en 2015 pour suivre ces aventures des placements de l'épargne et de l'argent au sens large. À bientôt. Bonne fête.